les sommets de la bassesse, de la vulgarité et de la grossièreté atteints par ce faux poète, mais vrais putschistes, ne sont rien d'autre que logoré de soudard. Son bavardage de caniveau ne mérite que mépris et n'inspire que dégoût. Je répète, يتجرأ انقلابي من بين الانقلابيين في المالي ومن هذا المنبر على تهجم على الجزائر. إن قمم الوقاحة والدناءة والوضاعة التي تسلقها هذا الشاعر الفاشل والانقلابي الأصيل ما هي إلا هذيان جندي جلف وثرثرته السوقية لا تستحق إلا الاحتقار ولا تثير غير الاشمئزاز. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une tension vraiment palpable. Une de ces passes d'armes à l'ONU qui, disons, révèle beaucoup sur les relations entre deux voisins, l'Algérie et le Mali. Oui, une scène assez incroyable en pleine assemblée générale, l'ambiance feutrée habituelle et puis bam, des accusations très lourdes qui fusent. Exactement. Bamako qui accuse Alger et Alger qui répond avec une véhémence qu'on voit rarement à ce niveau. C'est ça, le représentant malien qui parle d'ingérence, de soutien à des groupes qualifiés de terroristes, et la réplique quasi immédiate d'Ahmed Attaf, le ministre algérien, cinglante, oui, c'est le mot, presque brutale pour l'ONU. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller voir un peu derrière ces mots, décrypter ce qui s'est vraiment joué là, à New York. Quelles sont les stratégies cachées, les lignes rouges? Tout à fait. Comprendre la portée de cet échange au-delà du choc immédiat. Et justement, cette virulence algérienne, moi, elle m'interpelle. Qualifier les mots d'un voisin de méprisable, à la tribune de l'ONU quand même. Est-ce que c'était juste une réponse proportionnée, une défense de l'honneur? Ou alors autre chose? Ou est-ce qu'il y a une manœuvre derrière? Un message plus large peut-être? Une façon de durcir le ton dans un Sahel qui bouge beaucoup? C'est toute la question. Il faut, je pense, dépasser la lecture purement émotionnelle, même si la forme est spectaculaire, c'est vrai. Il faut analyser froidement. D'accord. D'abord, qu'est-ce que le Mali a dit exactement? Pourquoi là? Pourquoi maintenant? Et puis, décortiquer la réponse d'Attaf. Chaque mot semble peser, choisi pour marquer. Oui, on sent que c'est calculé. C'est bien plus que ça. C'est de la géopolitique à vif. Bon, alors commençons par les accusations maliennes. Oui, elles sont formulées donc sur la plus grande scène internationale possible, l'ONU. Ça leur donne une portée maximale. Le Mali accuse Alger d'ingérence directe dans ses affaires et pire encore, d'offrir, je cite en substance, soutien ou refuge à des groupes armés que Bamako qualifie de terroristes. Ce qui, dans le contexte actuel du Sahel, est une accusation... explosive, absolument. C'est extrêmement grave. Alger a tout de suite rejeté ça en bloc, parlant de tentative de brouiller les cartes. Une diversion politique, en gros. Mais alors, pourquoi Bamako choisit cette stratégie? La confrontation publique, à l'ONU, contre un voisin aussi important que l'Algérie, c'est risqué, non? Très risqué. Dire, on trace notre propre route, même si ça déplaît? Plusieurs lectures sont possibles et elles s'excluent bien forcément. La tribune de l'ONU, c'est l'assurance d'une audience mondiale. Donc oui, c'est une tentative d'internationaliser le conflit, de prendre tout le monde à témoin. Mettre la pression sur Alger. Voilà, obliger Alger à se justifier publiquement. Mais ça peut aussi faire partie d'une stratégie plus large de Bamako qui, on le voit, redéfinit ses alliances, notamment avec Moscou. Ah oui. Donc, accuser Alger, qui est le médiateur historique, mais parfois vu comme un peu paternaliste, disons, ça peut être une façon de marquer cette nouvelle autonomie, de montrer qu'on n'a plus peur de défier les grands acteurs traditionnels. Et peut-être aussi détourner l'attention des problèmes internes. C'est aussi une possibilité, oui. La politique de la diversion, ça existe. Pointer un ennemi extérieur pour resserrer les rangs à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, ça montre une chose. Les canaux de discussion directe entre les deux pays sont sérieusement endommagés. On ne règle plus ça en famille. C'est clair. Et la réponse algérienne alors? Parlons-en. Attaf, vous disiez cinglante.
Ah oui, cinglante, et d'une dureté assez remarquable. Le ton, c'était pas juste ferme, c'était tranchant. Et les mots utilisés, ça sortait vraiment du langage diplomatique habituel. Vous avez des exemples? Attaf a parlé de tasrehat haqira, ce qui a été traduit par propos méprisables, abjects ou même vils, et aussi de propos verbalement violents. Ce choix de mots, c'est pas anodin. Non, c'est sûr. De dire on n'est pas d'accord, c'est une disqualification totale du discours de l'autre, le renvoyer à quelque chose de bas, de moralement condamnable. Attaf a bien insisté, l'Algérie refuse de se laisser entraîner dans ce climat où la parole est vile. Il a affirmé la confiance et la constance de l'Algérie, une posture de hauteur si vous voulez, mais avec des mots très très durs. Méprisable, vil. Ce sont des mots qui pèsent lourd en diplomatie. On imagine mal comment on revient à des relations normales après ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'escalade, justement? C'est évident. En utilisant un ton pareil, Alger ne joue pas avec le feu. Ça rend toute médiation future hyper compliquée, non? Est-ce que c'est vraiment juste de la défense ou est-ce que c'est une escalade choisie? Un message du type « Attention, ne nous cherchez pas ». Oui, ou même le signal d'une nouvelle doctrine algérienne peut-être plus affirmé, moins porté au compromis quand on touche à la souveraineté ou à l'image du pays. C'est là que l'analyse stratégique est importante. Oui, le risque d'escalade est là, les mots ont un poids. Mais cette fermeté, on peut aussi la voir comme une réponse calculée. Alger a sans doute estimé que la gravité des accusations, et surtout le fait qu'elles soient publiques, à l'ONU, ça exigeait une réponse d'une force équivalente. Une sorte de dissuasion verbale? Exactement. Ne pas réagir aussi fort, ça aurait pu être vu comme une faiblesse, ou même un aveu implicite. Là, c'est une façon de tracer une ligne rouge très claire. On ne touche pas à la souveraineté et à l'honneur de l'Algérie sans une riposte forte. Et le message, il n'est pas que pour Bamako, c'est pour tout le monde dans la région et au-delà. L'Algérie défendra ses intérêts sans concession. D'accord. Et sur le fond, au-delà du ton, qu'est-ce qu'Attaf a dit d'important? Alors, il y a 2 points clés dans son message qui dessinent vraiment la position algérienne. Premièrement, il réaffirme que tout ce qui touche à la sécurité, à la stratégie au Mali, ça relève de la souveraineté malienne. C'est une façon de dire « c'est votre problème », en quelque sorte. C'est une façon habile de renvoyer la balle, oui. Un respect de façade, on pourrait dire, de la non-ingérence. De façade, vous dites, parce que j'imagine qu'il y a un deuxième point qui vient nuancer ça. Exactement, vous avez mis le doigt dessus. Car juste après, dans la même intervention, Attaf martèle que l'Algérie, elle, n'a aucune intention de renoncer à son rôle dans la région du Sahel. Ah, le fameux rôle. Le fameux rôle, un rôle qu'Alger définit elle-même, la paix, la stabilité, la lutte contre le terrorisme. Et c'est là qu'est toute l'ambiguïté, ou plutôt la complexité de la position algérienne. D'un côté, on respecte la souveraineté, de l'autre, on affirme son propre rôle régional. C'est ça. Respect affiché de la souveraineté du voisin, mais affirmation d'une responsabilité et d'une influence régionale qu'Alger juge pour elle incontournable. C'est une réaffirmation très nette des intérêts stratégiques algériens dans son voisinage direct. Mais c'est justement ça qui doit énerver à Bamako, non? Ce rôle régional que l'Algérie s'attribue. Venir dire ça juste après avoir parlé de souveraineté malienne, c'est pas un peu donner raison à ceux qui accusent Alger d'ingérence? C'est tout le paradoxe. Où est la limite entre l'acteur régional qui protège ses intérêts légitimes et le voisin qui se mêle un peu trop des affaires des autres? Ce paradoxe assumé par Attaf, c'est peut-être ça, le cœur du problème entre Alger et Bamako aujourd'hui. Vous touchez le point névralgique, oui. Cette tension entre respect de la souveraineté et affirmation du rôle régional, c'est un grand classique, surtout dans des zones instables comme le Sahel. Pour Alger, ce rôle, c'est pas juste une option, c'est une nécessité. La géographie, plus de 1300 km de frontières communes quand même. L'histoire, la sécurité nationale. L'instabilité au Mali a des conséquences directes en Algérie. Bien sûr. Donc, Alger estime avoir le droit et même le devoir d'agir pour stabiliser la région. Ça passe par la médiation politique, comme l'accord d'Alger, et la coopération sécuritaire. Mais pour Bamako, surtout en ce moment où le pays cherche à s'affirmer, à trouver de nouveaux partenaires, cette implication algérienne peut être vue comme une gêne, une ingérence, surtout si les priorités ne sont pas exactement les mêmes. La déclaration d'Attaf, c'est une clarification.
On respecte votre souveraineté chez vous, mais ce qui se passe dans la région nous concerne tous. Et on continuera à jouer notre partition. C'est une affirmation de puissance, tranquille mais ferme. Alors, stratégiquement, cette réponse très directe d'Alger, elle sert à quoi ? Plusieurs fonctions, je pense. D'abord, évidemment, défendre l'image et la souveraineté face à une attaque publique. Ensuite, fixer des limites. Voilà ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas dans le discours public entre nous. Et puis, peut-être aussi essayer de reprendre la main sur le plan diplomatique. Comment ça ? N'oubliez pas la question qu'il a posée. Qui a intérêt à attiser les crises? Qui contribue vraiment de manière positive? C'est une façon très maligne de retourner l'accusation. Sous-entendu, c'est pas nous les fauteurs de troubles. Exactement. Alger se pose en acteur responsable et laisse entendre que d'autres, peut-être le Mali actuel ou ses nouveaux alliés, sèment la lisanie. L'idée, ça pourrait être aussi de dire, bon, maintenant que c'est sur la table, que la crise est ouverte verbalement, ça devient un dossier diplomatique sérieux. Qui demande une vraie solution politique plus que des déclarations. Voilà. En répondant si fort, Alger acte la gravité et signale qu'il faut une clarification politique de fond. Mais est-ce que ça marche, cette stratégie de la tension ? Concrètement, ça donne quoi après cette passe d'armes ? Est-ce que ça ouvre vraiment la porte à une clarification ou est-ce que ça risque juste de tout geler pour longtemps ? C'est la grande inconnue. Je pense à la coopération sécuritaire, par exemple. Si Alger et Bamako se font la tête, c'est pas bon pour la lutte contre les groupes djihadistes si eux, ils s'en fichent des frontières. Évidemment, c'est un risque majeur. La situation est déjà tellement compliquée au Sahel. Ajouter une crise ouverte entre ces deux acteurs clés, ça paraît incroyablement dangereux. Et la communauté internationale, elle fait quoi ? Elle regarde ? Elle regarde, elle appelle au calme. Mais honnêtement, face à une querelle comme ça entre deux États souverains sur des questions d'influence, de souveraineté, les leviers sont limités. Les conséquences immédiates, elles sont probablement négatives, oui. Refroidissement diplomatique, communication au minimum, méfiance. Ça peut paralyser des coopérations essentielles, notamment sécuritaires ou sur les migrations. Si la confiance est rompue entre les services de renseignement, par exemple, ça crée des failles exploitables par les groupes armés. Tout à fait. À moyen terme, ça peut fragiliser encore plus toute l'architecture de sécurité régionale, qui est déjà bien mal en point. Pas très optimiste tout ça. Non, mais il ne faut pas exclure complètement une autre issue. Parfois, une crise ouverte, aussi brutale soit-elle, ça peut avoir un effet cathartique. Ça force tout le monde à mettre carte sur table, à dire vraiment ce qu'on a sur le cœur, les griefs, les attentes, sans faux semblant. Et après l'orage ? Après l'orage, peut-être un nouvel équilibre. Certes, sans doute tendu, froid, mais basé sur une compréhension plus claire des lignes rouges de chacun. C'est un pari risqué, c'est sûr. Mais la diplomatie, c'est aussi gérer les crises. Parfois, en les laissant éclater pour mieux les redéfinir ensuite. Bon, si on résume, on a eu cette escalade verbale assez spectaculaire à l'ONU, le Mali qui accuse gravement l'Algérie d'ingérence, l'Algérie qui réplique avec une force assez rare, utilisant des mots très durs comme méprisable, tout en réaffirmant, et c'est le paradoxe, à la fois le respect de la souveraineté malienne et son propre rôle jugé essentiel au Sahel. C'est ça, la réponse d'Attaf, elle apparaît vraiment comme un message stratégique réfléchi, une démonstration de force diplomatique pour défendre les intérêts algériens et poser des limites, pas seulement avec le Mali d'ailleurs. Une nouvelle posture, peut-être ? Une affirmation très claire qu'Alger ne se laissera pas faire sur la scène mondiale et un rappel de son poids géopolitique dans un Sahel en pleine effervescence. Une diplomatie peut-être plus directe, moins feutrée que par le passé. Reste à savoir si ça va payer ou si ça va juste jeter de l'huile sur le feu. Ce qui nous amène à notre question finale, celle qui reste en suspens pour tout le monde, je crois. Cette joute verbale à New York, est-ce que c'est le début d'un vrai froid, durable, entre Alger et Bamako, qui ajouterait encore de l'instabilité au Sahel ? Ou est-ce que, paradoxalement, cette confrontation publique pourrait forcer une clarification nécessaire, mener à un nouvel équilibre, même tendu, mais peut-être plus réaliste ? Et plus largement, est-ce que tout ça, ce n'est pas juste le symptôme visible de mouvements beaucoup plus profonds, des plaques tectoniques géopolitiques qui bougent dans tout le Sahel, avec des alliances qui se redéfinissent, des luttes d'influence, dont on ne voit peut-être que la partie émerger pour l'instant. Une question essentielle, effectivement. L'avenir très proche nous le dira sans doute. Mais vrai